Et c'est l'heure de l'invité de Sonia Mabrouk. Bonsoir Sonia. Bonsoir à vous, bonsoir à tous. Votre invité ce soir, le président du Sénat, Gérard Larcher, avec au programme la campagne des Européennes, bien sûr, et l'action d'Emmanuel Macron pour ses 2 ans au pouvoir. Bonsoir Gérard Larcher. Bonsoir. C'est un bilan d'étape pour Emmanuel Macron, 2 ans à l'Elysée en ce 7 mai. Quel mot utilisez-vous pour qualifier son action jusqu'alors ? On est parti d'une victoire sans appel jusqu'au gâchis de décembre 2018 autour de cette crise des Gilets jaunes. C'est vrai, pour prendre une comparaison biblique, on avait le sentiment qu'il marchait sur l'eau. Il avait anéanti la droite et la gauche. L'Europe voyait en lui le leader de référence. Où en est-on aujourd'hui ? Je crois qu'il y a une forme de gâchis, la verticalité. Il y a une forme d'hyper-individualisme, le refus de partager un certain nombre de réflexions avec ce qu'on a appelé les corps intermédiaires, les élus locaux, quelques déclarations malheureuses qui sont dans la tête des Français, puis peut-être l'enfermement sur soi-même, sur l'entre-soi. Alors moi, comme je suis un être par nature positif, je me dis qu'il est indispensable que notre pays s'en sorte, qu'on puisse réussir. Et il faut maintenant que le président de la République retrouve le chemin de la confiance. Il y a un certain nombre de mesures positives qui ont été annoncées. Positif, dites-vous. Alors, est-ce que, selon vous, c'est un président qui a dû s'adapter, qui a su s'adapter à la crise sociale, qui a fait preuve de pragmatisme ? En tous les cas, il a annoncé un certain nombre de projets de réformes qui prolongent des réformes que nous avons soutenues. Je pense à la réforme notamment du travail et de l'emploi, des transports collectifs. J'espère qu'il pourra répondre aux interrogations en matière de pouvoir d'achat des plus modestes. Vous avez noté que le Premier ministre parle... Sur la fiscalité, le vrai sujet, c'est l'impasse totale sur les dépenses publiques qui ne diminuent pas. On va en parler, je reste sur le pouvoir d'achat, c'est important, c'est le quotidien des Français. Le Premier ministre parle de mesures concrètes et d'une hausse, dit-il, du pouvoir d'achat en 2019 de plus de 2%, la plus forte augmentation, dit-il, depuis 12 ans. Il faut y croire ? Écoutez, ce que je vois, c'est que les chiffres de la Commission européenne qui viennent d'être publiés cet après-midi nous promettent une croissance pas supérieure aux autres. Et sans croissance, à terme, il n'y a pas de pouvoir d'achat. Nous restons parmi les pays les plus endettés, dans les 4 derniers. On est l'avant-dernier en matière de chômage. Et nous avons... un endettement qui va atteindre 100% du PIB. Mais est-ce que vous dites ce soir clairement que sans politique claire de baisse des dépenses publiques, tout ce qui vient d'être annoncé n'est que du vent ? Je pense que, en tous les cas, c'est du vent différé et quelque part une menace pour les générations futures et pour les plus fragiles, parce que nous ne sommes pas à l'abri d'une remontée des taux d'intérêt. Et donc des mesures, certaines positives, je pense à la baisse de l'impôt sur le revenu, je pense à l'indexation que le Sénat avait demandé, notamment des retraites les plus modestes. Je pense à des mesures, je viens de les entendre, en faveur de nos compatriotes qui connaissent le handicap. Je pense aux mesures pour l'école, qui sont des mesures importantes, mais... Bon, le verre est à moitié plein quand même. Alors que le président a renoncé à un des rares leviers de maîtrise de la dépense publique, qui est notamment l'ajustement à la baisse du nombre de ceux qui sont les acteurs publics, notamment les fonctionnaires. Je rappelle que nous sommes parmi les pays, quand nous avons dans notre pays 90 fonctionnaires pour 1000 habitants, l'Allemagne en a 55. Pourquoi vous ne l'avez pas fait avant ? C'est ce que doivent se demander les auditeurs qui nous écoutent ce soir. C'est pas comme si vous n'étiez pas du tout au pouvoir. Vous n'avez pas été au pouvoir. On ne va pas revenir trop en arrière, mais la crise de 2008 a énormément perturbé cette réalité. Et peut-être nous n'avions pas pris suffisamment conscience de cette indispensable diminution des dépenses publiques. Vous avez parlé tout à l'heure des menaces. Il y a une menace qui pèse, une lourde menace sur la biodiversité. L'écologie semble être la nouvelle priorité d'Emmanuel Macron. En tous les cas, une priorité réaffirmée. Est-ce que c'est une vraie prise de conscience, selon vous, ou comme certains le disent, une bonne dose d'opportunisme ? Non, je crois que la préoccupation de la biodiversité, de la lutte contre le réchauffement climatique fait partie des projets politiques que porte le président de la République. Simplement, dans les annonces, je me suis dit au moins qu'il avait déjà réussi, c'est le recyclage de mesures déjà votées ou déjà retenues. Je pense au gaspillage alimentaire. C'est un texte
de Guillaume Garot et de Chantal Joanneau de 2016, dont nous avons parlé dans la loi Egalim. Je prends cet exemple parce que, à mon avis, il est assez éclairant. Il y a le sujet de la réduction de l'artificialisation des sols. Il y a la question qui va venir d'ailleurs, et c'est sans doute peut-être une des mesures nouvelles, du recyclage à 100% des matières plastiques. Pour moi, c'est une vraie préoccupation. Je rentre du Golfe Persique et j'ai été marqué par le niveau de pollution de l'air et le niveau de pollution des fonds marins. Mais si on revient en France, Gérard Larcher, est-ce que vous êtes le mieux placé pour parler de cela? Vous êtes chasseur, défenseur des chasseurs, vous l'avez toujours été et affirmé. Est-ce que ça reste, les relations biodiversité-chasse sont toujours tendues? Je pourrais vous emmener avec moi des dimanches, par exemple, où il y a des chasseurs avec moi qui font le nettoyage de la nature, qui luttent contre les matières plastiques. Peut avoir des fonctions régulatrices, mais la surexploitation des ressources naturelles est un danger réel. Mais par exemple, c'est souvent les chasseurs, c'était il y a 20 ans, ça s'appelle Choisissez et dossez. L'Office national de la chasse avait attiré l'attention sur les insecticides, sur les pesticides et sur leur effet, notamment sur un certain nombre d'espèces d'oiseaux. C'était les premiers lanceurs d'alerte. L'écologie, c'est l'un des sujets de cette campagne des Européennes. La tête de liste, La République En Marche, Nathalie Loiseau, a reçu le soutien actif hier du Premier ministre Édouard Philippe, qui est venu la soutenir en meeting. L'exécutif met tout son poids dans la balance. Mais il y avait un petit côté SAMU dans tout ça. Je pense que la vision un peu binaire, on était pour l'Europe, pas d'autre choix que de soutenir Madame Loiseau. On était contre l'Europe, pas d'autre choix que de soutenir M. Bardella et Madame Le Pen. Nous voyons bien qu'aujourd'hui, que la liste que conduit François-Xavier Bellamy avec beaucoup de sensibilité, regard nouveau, et je le dis d'autant plus que j'avais des réserves. Ah oui, vous en aviez. Moi, je me souviens de vos critiques à droite. Aujourd'hui, et d'ailleurs des critiques à l'encontre de Laurent Wauquiez. Oui, je suis séduit par la manière dont François-Xavier Bellamy conduit cette campagne, avec cet esprit nouveau, ce vent nouveau, sans s'être laissé enfermer. Et je dois vous dire que concrètement, je le soutiens, pas simplement dans les mots, mais aussi par la présence et l'engagement. Nous portons le projet européen du PPE. Quel éloge, quel éloge après les critiques. Ça veut dire qu'il peut créer la surprise, François-Xavier Bellamy. Il parle, selon vous, Gérard Larcher, à cet électorat traditionnel de droite que vous connaissez bien? Oui, il parle au-delà de cet électorat traditionnel. Vous savez, moi je suis un gaulliste social. Sa vision de l'Europe, qui n'exclut pas la nation, qui n'oublie pas les fondements de notre société, notre civilisation européenne, mais d'une manière qui ne soit pas refermée, qui est ouverte au monde, la priorité donnée... Ouverte, ça dépend sur quel sujet, hein, vous diront certains. Sur les questions sociétales, mais son ouverture n'est pas des élections européennes. J'ai en plus sur ces sujets les droits des femmes et certaines questions sont... éminemment européenne et mondiale. Oui, je ne le sens pas si différent de moi, même si nous avons sur des sujets d'éthique des positions différentes. D'ailleurs, Agnès Evren, sa numéro 2, je la sens plus proche de moi, tout comme Arnaud Danjean, mais j'allais dire que le trio est en train de réussir. Vous êtes converti au bellamisme, si je puis dire. Je suis pas convaincu désormais. Je suis convaincu, ce qui est plus fort que la conversion. Emmanuel Macron, c'était l'un de ses engagements de campagne, ou des derniers temps plutôt, avait affirmé qu'il réunirait chaque année, Gérard Larcher, les parlementaires en congrès à Versailles. Ce devrait être le 8 juillet prochain. D'abord, est-ce que vous confirmez cette date et le Parlement qui sera réuni en congrès? Nous ne sommes pas encore officiellement avisés, mais nous savons tous que la salle du Congrès est retenue. Bon, donc on peut l'annoncer le 8 juillet prochain, grand discours du président de la République dans les jours qui viennent évoquer ce sujet, qui est aussi un état de la France, sans doute qu'il nous fera à cette occasion. Il fera un discours sur l'état de la France le 8 juillet. Je n'en sais rien, mais je pense qu'on n'échappera pas à ce qui me semble nécessaire dans un discours du président de la République devant les parlementaires réunis en Congrès. Et puis, nous entamerons sans doute au début de l'automne, l'examen du triptyque réforme constitutionnelle, réforme institutionnelle et loi électorale. Réduire le nombre de parlementaires, supprimer d'un tiers le nombre des membres du Conseil économique, social et environnemental, introduire une dose de proportionnel. D'ailleurs, sur tous ces sujets, quelles sont vos relations désormais avec le président? Vous aviez employé un terme
Comment Frigidarium. Voilà, vous en êtes sorti. C'était après une décision du bureau du Sénat du mois de mars. Nous avons, Vous en êtes parce sorti, que c'est vous l'intérêt du discutez avec pays, lui. parce que nous devons faire fonctionner nos institutions, le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre et moi-même, naturellement, nous sommes sur le chemin du dialogue. Moi, ce qui m'importe, c'est l'intérêt de mon pays. Mais bien sûr, Gérard Larcher, ça veut dire que vous allez vous mettre d'accord sur le nombre de réductions de parlementaires. Vous avez avancé le chiffre de 20%. Emmanuel Macron table plutôt entre 25 et 30%. Le président Macron connaît mes positions. Ce n'est pas des positions chiffrées. C'est quelle proximité nous devons avoir avec les citoyens. C'est d'ailleurs une des questions posées par la crise sociétale que nous avons rencontrée depuis le mois d'octobre dernier. Proximité des élus. Et cette proximité-là, c'est ça qui déterminera le nombre. Et ça veut dire que vous ne changez pas de position sur les 20%. J'ai une position assez claire et assez partagée par mes collègues sénateurs, quelle que soit leur sensibilité. Pour conclure, Gérard Larcher, nous avons démarré cette interview par le bilan d'étape d'Emmanuel Macron. On peut aussi dresser pour un bilan d'étape du Sénat sous ce pouvoir. Est-ce que c'est un Sénat d'opposition vive, virulente, comme le disent certains ? Non, c'est un contre-pouvoir, mais c'est le rôle du Sénat. Et même Nicolas Sarkozy, alors qu'il avait la majorité. C'est fonction de contrôle, fonction législative, fonction aussi d'être très attentif à la Constitution. Je crois que le Sénat, parce qu'il représente aussi le territoire. Et vous savez, cette crise, elle n'est pas encore tout à fait soldée. C'est la crise d'un territoire qui parfois a eu le sentiment d'être à côté, oublié des élites. Et le Sénat, il représente à la fois les métropoles, mais aussi ces villes moyennes, ces petites villes, l'espace rural, qui a le sentiment d'être parfois à côté de la République. Voilà pour le rappel, le Sénat qui avait été oublié. Merci Gérard Larcher d'avoir été notre invité ce soir sur Europe 1. Merci à vous.